Donc, je voudrais remercier d'abord le docteur Fahed Cherik d'avoir accepté de traiter ce problème d'actualité au cours de notre thème prévention et environnement. Donc, on va parler donc des conduites addictives et bien sûr, ce thème va être en lien avec la gestion du stress, le stress que nous avons traité dès notre première séance avec Mohamed, qui nous a bien expliqué que c'était un des 3 facteurs essentiels dans la prévention et dans la qualité de notre santé, dans une vision globale, avec l'alimentation et l'activité sportive. Donc on va pouvoir parler aujourd'hui largement. Je crois que Sylvia, si elle est là, voulait introduire en parlant de la politique de prévention au niveau national. Vous savez que le sujet prévention est un sujet d'actualité. Et je ne sais pas, elle n'est peut-être pas encore arrivée. J'en profite pour préciser que la prochaine séance qui aura lieu deuxième quinzaine de novembre aura pour thème la nutrition, évidemment dans un objectif de prévention. Vous entendez un petit parasite. Alors, je ne sais pas si c'est mon micro. On va voir si quand la parole est… Voilà Sylvia, donc si tu veux commencer à nous parler de la politique nationale de prévention avant de démarrer. Absolument, mais il faut que tout le monde éteigne son micro, hein. Il y a des micros qui doivent être allumés parce que… Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents encore aujourd'hui. Donc, je suis sur mon autre ordinateur sur la prochaine stratégie nationale de santé et la priorisation qui va être donnée à la prévention. Donc, ce cycle initié par la CIP et auquel vous participez très largement, c'est vraiment un enjeu de santé publique et surtout un enjeu global sur la stratégie nationale de santé. Et donc, je suis très contente là aujourd'hui, Farej, et que tous les autres experts qui nous ont rejoints puissent participer. Donc, faites remonter tout ce que vous avez sur le terrain et comment dans ces parcours de soins que vous suivez, comment la prévention, comment l'espace prévention n'est pas bien traité. On en prend à la fois des sujets pour nos formations, mais aussi des sujets qu'on pourra faire remonter nationalement, puisque vous savez que la politique aujourd'hui se fonde sur pas l'interrogation, mais plutôt la concertation des citoyens et des professionnels. Donc, on pourra tout à fait faire remonter ce que vous ferez remonter. Donc, en tout cas, merci Farej et merci à tous d'être présents. Je pense que Colette vous a donné les contingences logistiques pour que ce séminaire soit le plus pratique et agréable à tous. Donc, bon travail et merci encore Farej et Colette. Oui, donc je pense qu'on va commencer par la présentation et bien entendu, si le docteur Cherik est d'accord, toutes les questions seront bienvenues à la fin. On peut aussi les indiquer dans le chat et puis je les poserai toutes à la fin. D'accord. Donc, Colette, une présentation de 30-40 minutes maximum, comme ça pour laisser la place à la discussion, peut-être. C'est mieux. Ok, super. Voilà, sinon, voilà, il faut me le dire en tous les cas. Voilà, faut pas hésiter à m'interrompre. Voilà, donc merci beaucoup, Colette. Merci, Sylvia, de cette invitation. C'est vrai que le domaine d'addictologie est très lié à la prévention. Donc, c'est tout à fait normal que j'accède parce que dans notre exercice d'addictologie d'une façon générale, il n'y a pas que le sanitaire, il n'y a pas que le médico-social, mais il y a aussi une très grosse partie en fait prévention. Alors, c'est un sujet d'actualité, on en parle beaucoup actuellement, on en parle encore plus depuis le Covid qu'on a vécu par rapport à l'augmentation du stress. Et c'est vrai que quand il existe des situations stressantes, c'est vrai que notre société d'aujourd'hui a tendance à répondre par des conduites addictives. Donc voilà, c'est le parcours que je vous propose un peu de suivre à travers cette présentation qui reste bien évidemment générale. En tous les cas, elle n'est pas exhaustive. Je reviendrai sur des points si vous le souhaitez et même pour en développer d'autres. Alors, donc la première question qui se pose actuellement
dans notre société, de par le concept d'addictologie actuellement, comme vous le savez, ce n'est pas uniquement des addictions aux substances, c'est des addictions au comportement aussi. Et la question qui se pose, est-ce que nous sommes tous addicts ou est-ce qu'il y a une possibilité qu'on devienne tous addicts? Et on a un certain nombre de réponses de philosophes, sociologues. Et là, par exemple, Bernard Stiegler, philosophe, qui disait « Je pense que l'addiction est une situation normale et qu'il y a de bonnes et de mauvaises addictions ». Ça, c'est une partie de l'explication d'un point de vue au fait philosophique. Nous sommes tous addicts, nous vivons déjà dans un concept d'addiction ou même dans une société addictive. Pour le professeur Henri Soulet, nous sommes tous exposés au risque donc vulnérables. Si on est vulnérable au stress, donc on peut répondre par des conduites addictives. Et puis Michel Reynaud, professeur d'addictologie aussi, décédé ça fait il y a au fait 1 an, et qui a été l'un des concepteurs de ce concept d'addictologie en France, lui disait nous sommes fabriqués pour être dépendants. Il fait référence à un côté attachement, dépendant par rapport aux parents, dépendance par rapport aux enfants. Et c'est vrai qu'on ne peut pas vivre seul, sinon on est complètement en fait perdu. Voilà le sens de cette dépendance qui peut renvoyer, comme on va le voir, à un côté, je sais pas, addictologique. Et pour entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de définir l'addiction. Si on définit l'addiction actuellement, c'est vrai que j'aurais pu commencer par la définition de Fouquet. Et Fouquet a défini l'addiction d'une façon très, très intéressante par un manque ou une perte de liberté totale par rapport à sa capacité de choisir vis-à-vis d'un produit essentiellement, et à l'époque, il parlait beaucoup plus d'alcool. Actuellement, pour le nouveau concept d'addictologie, on utilise les critères de Goodman, en sachant que les critères de Goodman ils sont beaucoup plus larges à catégoriser non seulement les addictions aux produits, mais des addictions comportementales aussi. Et là, les mots-clés qu'il faut retenir, donc c'est un processus par lequel un comportement peut procurer à la fois un plaisir et diminuer une tension intérieure. Il est employé souvent sur un mode caractérisé par l'échec répété de contrôler ce comportement qui s'avère être une impuissance, ou bien c'est le fait de poursuivre ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Et là, on rentre dans un autre critère qui est extrêmement important qu'on va reprendre, qui est cette perte un peu de contrôle. Et cette perte de contrôle, elle est essentielle actuellement pour définir, parce que quelqu'un, par exemple, qui va commencer par boire un verre d'alcool, on peut tous commencer, c'est convivial, c'est bien, c'est un fait plaisir, mais on peut arrêter, on peut décider de faire autre chose. Il y a un côté raisonnable, on va conduire, on va rentrer chez soi, donc on peut arrêter. Mais lorsque on commence à développer une addiction, jusqu'à cette perte de contrôle, quand on commence à boire, on ne peut pas s'arrêter. Donc un deuxième verre, un troisième verre, et ainsi de suite, jusqu'à une certaine ivresse qui est plus ou moins recherchée pour pouvoir en fait arrêter. L'OMS, par contre, elle définit l'addiction par une sorte de compulsion. Une compulsion, c'est aussi un comportement qu'on ne peut pas contrôler, qui apprend le produit de façon régulière ou bien d'une façon périodique et sentir les effets psychiques. Même, et ça c'est quand même important, éviter l'inconfort. C'est-à-dire éviter l'inconfort, on prend le produit pour ne pas souffrir de son manque ou bien pour diminuer une certaine tension au fait psychique. Et là, c'est le côté sevrage. Les addictions. Excuse-moi, Farid, mais je crois que pour l'instant, on est toujours sur la première diapo. Est-ce que c'est normal ou pas? Ah non. Ah, alors on n'a pas vu de diapo suivante. Alors, est-ce que ça marche là maintenant? On est toujours sur la première, sur le titre. Alors, ce que je peux faire, je peux arrêter et repartager et voir si ça marche. Ah voilà, maintenant définition de l'addiction par l'OMS. Est-ce que, suivant cet ordre-là, c'est mieux? Est-ce que ça... Là, on est à tous addicts, oui. Ça marche maintenant. Voilà, donc là, je l'ai dit, effectivement. Donc là, je vous remontre juste par rapport à l'illustration. Mais voilà, j'en suis. L'OMS, je l'ai passé.
on a passé par Goodman, l'OMS, on en était à caractériser les addictions qui concernent. Est-ce que c'est bon là? Oui, oui. Okay. Donc là, aussi, certaines des addictions connues par rapport à des produits, notamment le tabac, l'alcool, cannabis, les opiacés constitués par l'héroïne, la cocaïne, les poppers, certains médicaments, les dérivés de synthèse comme les benzodiazépines par exemple, qui sont des psychotropes très addictogènes. Mais il y a aussi des addictions comportementales comme le jeu de hasard, le jeu d'argent, les jeux vidéo. Et là, cette dernière catégorie d'addiction comportementale, elle vient d'être reconnue au niveau des classifications internationales, que ce soit le diagnostic statistique manuel dans sa 5e version, ou bien la dernière classification internationale de maladies dans sa 11e édition, qui est reconnue actuellement. Alors que, par exemple, on va parler tout à l'heure d'addiction alimentaire, d'addiction, par exemple, au sexe, elles ne sont pas reconnues, mais d'un point de vue clinique, elles sont intégrées dans des comportements addictifs. Et donc là, c'est ce qui nous amène justement donc là à diversifier ce domaine d'addictologie. Donc en gros, actuellement, donc on ne parle plus de toxico, on ne parle plus d'alcoolique, sachant que ce nouveau concept a tendance à être moins stigmatisant par rapport au sujet en soi-même. Et c'est vrai, quand on parle un peu d'addiction actuellement, on parle plutôt d'une maladie cérébrale, d'une maladie chronique, donc d'une maladie à rechute, et qui est un concept beaucoup plus large. Actuellement aussi, quand on aborde une addiction quelconque, on ne l'aborde pas en monoproduit. Ce n'est pas uniquement, par exemple, un patient qui présente une addiction à l'alcool, sachant que c'est l'addiction souvent soit en consultation externe, soit en hospitalisation. Quand on s'intéresse à un sujet addict à l'alcool, il faut qu'on s'intéresse au sujet en lui-même, pas uniquement à l'alcool. Et c'est là qu'on peut découvrir d'autres addictions et d'autres comorbidités d'un point de vue somatique et d'un point de vue psychologique aussi. Et c'est ce qui est très, très intéressant actuellement. Donc, on ne va pas prendre uniquement l'alcool, sachant que pendant des années, on a pris en charge, par exemple, la problématique d'alcool uniquement. Toutes les équipes d'alcoolologie étaient très contentes d'avoir des sevrages à 6 mois, 1 an, mais on ne s'est pas rendu compte qu'il se passait des choses à côté, que les personnes, par exemple, prenaient beaucoup de poids, jusqu'à 20, 30 kilos parfois, parce qu'elles ont tout simplement transféré l'addiction à l'alcool qui est arrêtée à une addiction alimentaire, à une addiction sucrée, d'où la prise de poids qui a permis une certaine régulation. Donc actuellement, quand on prend en charge, par exemple, une problématique d'alcool, c'est très intéressant d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas uniquement le fait de sevrer justement l'alcool, mais d'essayer de trouver à ce qu'il n'y ait pas transfert d'addiction vers un autre produit ou vers un autre comportement. Donc encore une fois, c'est pour ça que ce nouveau concept d'addictologie maintenant, les critères, ce n'est plus le côté intensité, ce n'est plus ce côté un peu boire du matin au soir, par exemple, mais les critères les plus importants, c'est vraiment la perte de contrôle de soi, l'interférence de la consommation sur les différentes activités, scolaires, professionnelles, de la vie privée, de la vie familiale, et surtout la poursuite de cette consommation, malgré la prise de conscience des troubles qu'elle engendre, c'est-à-dire toutes les conséquences psychosociales engendrées. Il y a beaucoup de séparation, il y a beaucoup de pertes d'emploi, donc il y a tout un côté psychosocial qui est aussi intégré quand on prend en charge un patient addict. Et même d'un point de vue de l'addiction au jeu, d'un point de vue des conséquences par rapport aux dettes, par rapport presque des licenciements, des dettes très importantes et qui donnent des conséquences psychiatriques par la suite extrêmement importantes. Donc l'addiction, elle se met en place d'une façon progressive. Donc comme je le disais au départ, c'est un processus en soi. Donc au début, c'est un plaisir qui est généré par la substance consommée ou bien par l'activité pratiquée. Bon, l'activité pratiquée, on peut parler aussi même d'une activité sportive qui est pratiquée à outrance et qui peut nous faire sentir des sensations agréables qui sont dues à des modifications électrochimiques qui se produisent au niveau de notre cerveau.
Là, on a une libération de dopamine, sérotonine, c'est-à-dire et puis des endorphines aussi, parce qu'il y a beaucoup de neurotransmetteurs. Et cette libération de dopamine, notamment, qui est vraiment le neuromédiateur de circuit de la récompense, va nous faire ressentir un bien-être et un certain plaisir. Et c'est le résultat qui est recherché. Après, le fait un peu d'essayer de reproduire et de retrouver les mêmes sensations de bien-être et de plaisir, c'est vrai qu'on va répéter l'usage au niveau de la substance qui a été consommée ou bien au niveau du comportement. À titre d'exemple, qui est le plus simple et qui peut nous arriver tous, une fois qu'on finit le travail, vers 18h, on rentre chez soi, on s'affale sur le canapé. Certains vont ouvrir une bière parce que c'est pour se déconnecter de leur journée de travail et puis ressentir cet effet agréable, cet effet de bien-être. Et puis, bien évidemment, ils auront tendance à recommencer les lendemains et ainsi de suite jusqu'à avoir un phénomène d'accoutumance ou bien d'autres. Donc là, on ne choisit pas le produit. D'autres, par contre, c'est un carré de chocolat. Ensuite, c'est une demi-plaquette de chocolat, c'est la plaquette en entier de chocolat et ainsi de suite, toujours pour essayer d'arriver, c'est-à-dire de retrouver cette sensation un peu de bien-être. Et c'est de cette façon, s'il y a une vulnérabilité, que peut s'installer une certaine dépendance. Donc, la dépendance, c'est vrai que ce n'est pas le fait de tous, parce que c'est pour ça qu'on essaye un peu de répertorier les usages à risque. Par exemple, là, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec beaucoup de familles, beaucoup de professionnels de santé. À quel moment l'entourage peut amener à être inquiété? Et c'est vrai que les facteurs de risque un peu qu'on a répertoriés dans les différentes études, c'est la précocité de l'usage. Un usage précoce va de pair avec une inscription neurobiologique particulière, avec tout le côté en fait, de vulnérabilité, en sachant que le cerveau acquiert définitivement une maturité jusqu'à l'âge de 24-25 ans. Si on consomme avant et si on consomme beaucoup, donc là, c'est vrai que c'est toute une vulnérabilité dont on a à gérer un peu plus tard. La consommation à visée autothérapeutique, donc ce sont des personnes qui consomment de l'alcool, tabac, cannabis, pour gérer l'anxiété, pour gérer le stress et même pour gérer un certain mal-être. Donc c'est pour ça qu'on dit, bon, il faut essayer de ne pas boire tous les jours et surtout ne pas boire quand ça va mal. Parce que boire, par exemple, de l'alcool quand ça va mal, c'est une sorte de tentative de gérer les émotions négatives, telles que l'anxiété, le stress, la dépression, le mal-être, et l'addiction, elle va se mettre en place beaucoup plus rapidement. Il y a aussi un autre facteur de risque, c'est le cumul des consommations, c'est-à-dire quand on consomme plusieurs produits à la fois. C'est vrai que dans notre culture, généralement, tabac et alcool, ce sont deux produits qui sont extrêmement associés, que le tabac, il s'est tellement en fait banalisé que les gens ne prennent même pas le temps de le répertorier en tant qu'une addiction à part entière, alors que c'est l'une des addictions les plus fortes et les plus toxiques aussi. Ensuite, autre facteur de risque, c'est les conduites d'excès dans l'ivresse qui rend la probabilité de dommages plus élevée. Et là, c'est un fait sociétal, notamment qui concerne les jeunes. C'est-à-dire, on a adopté, c'est les binge drinking, c'est les alcoolisations, aiguës qui surviennent. C'est le fait de boire 5 à 6 verres d'alcool au même en fait, moment dans un temps extrêmement court et qui produit une certaine ivresse. C'est un phénomène récent. C'est vrai que c'est quelque chose un peu qui a été importé des pays anglo-saxons, des pays nordiques comme en Scandinavie. Le fait un peu, ils n'ont pas cette culture du vin comme en France et le fait de boire tous les jours avec un certain plaisir. Eux, généralement, ils passent la semaine à ne pas boire, mais le week-end, ils peuvent commencer à boire le vendredi soir jusqu'à dimanche soir ou même lundi matin au moment d'aller reprendre un peu le côté professionnel. Et enfin, il y a la répétition des consommations à risque, c'est-à-dire ce qu'on a vu là, c'est le fait de les répéter dans le temps et que ça soit presque un comportement exclusif et qui va faire justement qu'on puisse s'inquiéter par rapport à une installation d'addiction irréductible. Donc, on peut s'inquiéter quand on a de la règle des 5 C, c'est-à-dire quand on perd le contrôle, quand on demande à une personne est-ce que vous contrôlez? Non, justement, je ne contrôle plus.
Et ça, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont arrivés aux urgences, qui m'ont souvent dit, mais docteur, hier j'ai fait la fête, on me prend pour au fait un alcoolique, je ne le suis pas. Il y a vos équipes d'équipes d'alcoolologie ou d'addictologie qui viennent me voir, alors que moi j'ai fait la fête comme beaucoup. Et quand on leur pose la question, et puis la plus importante, quand vous commencez à boire, est-ce que vous pouvez vous arrêter? C'est là que les personnes vont se rendre compte qu'il n'y a pas cette notion de contrôle, qu'ils ont un problème presque, je dirais, d'usage compulsif un peu d'alcool. Et donc être, par exemple, dépendant aujourd'hui, c'est pas se réveiller avec un syndrome de manque et commencer à boire très tôt le matin. C'est des gens généralement qui nous disent: «Il m'arrive, de passer, 2 mois, 3 mois sans boire, mais quand je commence à boire, je peux plus m'arrêter». Bon, là, j'utilise souvent l'exemple de l'alcool qui est le plus fréquent, mais je pourrais parler de n'importe quelle substance ou n'importe quel comportement avec des effets extrêmement, en fait, similaires. Ensuite, il y a ce facteur que vous voyez ici, c'est le côté craving. Le craving, maintenant, est devenu un des critères les plus importants qui caractérise la dictologie actuellement. Et d'ailleurs, c'est un critère qui est utilisé dans beaucoup d'études quand on veut faire valoir un nouveau traitement en addictologie. Et le craving, il est défini tout simplement par une envie irrésistible de résister à un comportement ou bien de consommer un produit. Et là, j'utilise souvent un exemple cité à l'époque pour des problèmes de dopage, parce qu'il y a une addiction au dopage aussi, utilisé par Richard Virenque. Et Richard Virenque, à l'époque, il disait, c'était à l'insu de mon plein gré. Et il y a un peu de vrai. Là, il ne cherchait pas que des excuses, mais parce qu'il avait déjà une très grande addiction. Et c'est pour ça qu'il a utilisé à l'insu de mon plein gré. Les gens maintenant arrivent à verbaliser ça. Plus on a un craving qui est haut, c'est-à-dire une envie de consommer, même si on arrête complètement, c'est que le problème d'addictologie, il est toujours présent. Et quand on traite maintenant, il ne suffit pas d'être abstinent, mais il faut aller plus loin, de traiter l'envie, presque un peu cette obsession de penser aux produits ou au comportement. Donc, les gens qui se disent pourquoi tel il est addict et pas l'autre, là, il y a des facteurs de vulnérabilité. Et ces facteurs de vulnérabilité sont répartis. Pardon, là c'est notre alarme, ça y est. Donc, ils sont répartis, c'est-à-dire c'est des facteurs de vulnérabilité qui peuvent être liés à la personne, au produit et dans le contexte dans lequel on se trouve, dans lequel on vit. Et donc là, pour voir, par exemple, des facteurs qui peuvent être liés à la personne même. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités au niveau de la personnalité? C'est des personnalités dépendantes, c'est des personnalités anxieuses qui peuvent être à même de développer une addiction. Le mode de vie il est important. Le côté génétique aussi. Est-ce que la personne, dans sa famille, il y a des antécédents de problèmes d'addiction importants, donc la personne peut être vulnérable. Mais un seul critère ne va pas suffire. Cette personne, elle va être confrontée au produit. Le produit en soi, il y a des produits beaucoup plus addictogènes que d'autres. À l'époque, on a pensé que la cocaïne, c'était le produit le plus addictogène après l'héroïne, mais actuellement, on a tendance beaucoup plus à croire que c'est le sucre qui est beaucoup plus addictogène qu'on produit en soi-même et qui peut rendre addict en dehors des facteurs de personnalité et en dehors du facteur du contexte. Le contexte social, c'est la culture dans laquelle on vit, c'est le milieu de vie, c'est l'équilibre relationnel, c'est les événements de vie stressants ou pas, on est confronté à tout ce côté psychosocial aussi. Est-ce que, en tant que personne, on arrive à le gérer, le dépasser, de trouver certaines adaptations? Est-ce qu'aussi, quand on est confronté à un produit tel que le tabac, l'alcool, on arrive à gérer d'une façon plaisir et pas rentrer dans une addiction? En tous les cas, s'il y a des personnes de vulnérabilité, la personne elle est un peu déprimée, avec des traits de personnalité anxieuse, de dépendance affective, il y aura beaucoup plus de risques de rentrer. Et là, généralement, quand on reprend des histoires de biographie de chacun, c'est là qu'on retrouve effectivement toutes ces interactions par rapport aux vulnérabilités qui sont en fait constatées. Les traits de personnalité aussi, ça reste quelque chose d'important qu'ils vont investiguer des facteurs liés à la personne.
c'est des personnes généralement qui présentent une recherche de sensations fortes, une recherche de nouveauté, quelque chose de l'ordre de désinhibition, généralement qui présentent une hyperactivité. Ils sont toujours à la recherche un peu de nouveauté, ils ne se tiennent pas sur place. Un autre facteur de risque, c'est le faible évitement du danger. C'est la non-perception de risque ou bien c'est une prise de risque importante. Après, on peut aussi trouver au contraire une faible estime de soi, différentes réactions émotionnelles très mauvaises, une sorte d'hyper-émotivité avec des difficultés relationnelles de quelqu'un qui reste plutôt pas très excentrique, introverti. Et généralement, on caractérise un peu en deux grands groupes. Les gens qui sont dans la recherche de sensations fortes, de risques, généralement, c'est des gens qui consomment des produits excitants. Ils vont plutôt chercher des amphétamines, de la cocaïne, toujours pour aller plus loin, plus fort et plus haut. Alors que les gens qui ont plutôt des traits de caractère, avec faible estime de soi, qui sont émotifs, anxieux, avec des difficultés relationnelles, là, au contraire, ils vont rechercher des produits sédatifs, des médicaments, cannabis, l'héroïne, plutôt pour apaiser cette angoisse intérieure ou cette tension intérieure. Et c'est de cette façon qu'on arrive à caractériser certains comportements. Il ne faut pas oublier, là maintenant, c'est vrai qu'on essaye de ne pas repérer uniquement les facteurs de vulnérabilité, mais les facteurs de protection, quelque part presque les facteurs de résilience, si on continue de parler de la personne même. Et les facteurs qui sont corrélés à la prévention des risques et le fait d'atténuer certains dommages, il faut les rappeler, c'est qu'on a accès aux informations, des produits, il y a des sites internet, il y a des techniques de réduction de risque, il y a des techniques aussi d'affirmation de soi qui essayent de gérer par rapport à comment la personne elle va s'affirmer pour qu'il n'y ait pas cette faible estime de soi, pour gérer mieux son anxiété et pour mieux faire face à un éventuel un comportement addictif. Il y a des réflexions sur l'usage, il y a les solidités des liens sociaux, le climat familial, les soutiens amicaux, l'insertion scolaire et professionnelle, ça reste extrêmement important. Je rappellerai combien d'employeurs ont aidé leurs employés à faire des cures, à les motiver pour faire quelque chose, pour ne pas les licencier directement. Donc là, il y a des facteurs aidants, bien évidemment. On trouve aussi dans l'environnement, par exemple, la consommation des pairs, il y a la réglementation. C'est vrai que le côté parental est très important dans les premières années de vie. Effectivement, quand on voit les parents consommer, et surtout d'une façon excessive, pour les enfants, il y a un effet de mime qui se produit malheureusement. Donc, c'est des effets à risque. Mais l'environnement en soi peut être aussi protecteur pour ne pas aller vers un contexte addictif. Il y a beaucoup de personnes aussi qui essaient de rechercher les motivations d'une personne à consommer une substance psychoactive qui peut aider à identifier si l'usage est problématique ou pas. Donc, c'est des personnes, par exemple, qui disent « Moi, pour dormir, il me faut du cannabis, sinon je ne dors pas. Je ne prends pas de médicaments, donc il me faut, ça c'est pour dormir. C'est pour me relaxer, c'est fuir la réalité, oublier, se donner une image, recherche de bien-être. » Et là, on a plein de discours qui ressemblent à cela. Au fait, c'est une sorte de rationalisation, c'est de trouver presque du sens à continuer de consommer, comme s'il n'y avait pas une autre solution que celle de continuer de consommer. Et enfin, si on s'intéresse à ce contexte, à cette triangulation, et le contexte en soi-même sociétal, c'est vrai, on est vraiment dans une société de consommation, donc une société addictogène. Et c'est vrai que cette société addictogène, c'est la perte du lien social, avec les modifications des appartenances de l'hyper-individualisme, plutôt qu'un contexte collectif, c'est des familles qui sont éparpillées, des augmentations de facteurs de vulnérabilité tels que la précarité et des éléments de pauvreté aussi. Donc c'est vrai que, par exemple, actuellement, une crise économique, une crise sociale n'est pas aidante, et là aussi c'est des facteurs d'augmentation de stress.
une appétence majeure pour l'intensité et l'instantanéité qu'on retrouve au niveau de l'hyperconsommation, donc de nouvelles technologies. Actuellement, on est dans une société, il suffit juste un peu de cliquer, on ne fait aucun effort. On peut commander à manger, on peut jouer en cliquant aussi des fortunes le soir, dans des parties justement de poker ou de blackjack, recherche de performance et de dépassement de soi. Ça aussi, c'est des règles un peu d'une société au fait moderne qui, par rapport à la pratique sportive intense, par rapport à certaines recherches de sensations très fortes et qui vont utiliser différentes assistances pharmacologiques, différents dopages pour surmonter, pour arriver à une certaine performance et être mieux que d'autres. Donc, les conséquences, c'est une société qui produirait la perte de contrôle de soi, une promotion d'une culture de l'excès et de l'accélération, des habitudes des adolescents à des réponses instantanées similaires à celles qu'apportent des substances psychoactives. C'est vrai que la partie adolescence, je vais en dire quelques mots, mais c'est presque un peu je veux tout et tout de suite, maintenant et tout de suite, et avec une intolérance à l'attente. Après, c'est vrai qu'on peut avoir une apparition d'une banalisation addictive et une généralisation de cette perte de contrôle de soi, ou bien cette recherche permanente de se faire au fait plaisir. Et ça, c'est vraiment, si j'utilise l'exemple alimentaire, avec l'avènement un peu de la street food, des McDo, on peut manger n'importe quelle heure. Il y a même euh, des fast-foods qui sont ouverts 24/24, notamment aux États-Unis, dans certains pays aussi. L'enjeu, donc, il s'agit de fournir à l'individu les compétences génériques qui lui permettront de maîtriser son rapport à n'importe quel produit ou comportement. Il faut prendre conscience pour en tirer des conséquences et être dans un rapport presque préventif, notamment par rapport à nos enfants. Et l'exemple actuel, qui est vraiment un exemple aussi de société très, très actuel, c'est la gestion des écrans à un âge déjà très petit, presque au début d'une vie, jusqu'à l'âge adulte, pour essayer de ne pas être dans l'abus et ne pas rentrer dans des addictions et avec toutes les conséquences que ça comporte. Donc il faut retenir par rapport à cette partie des risques, quand c'est précoce, intense, régulier et que ça peut mener à l'exclusion progressivement puis à l'isolement, ou bien pour que s'intéresser uniquement à la consommation du produit ou à la pratique d'un certain comportement, c'est vraiment les craintes qu'il faudrait avoir. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'œil d'un point de vue préventif. Quand ça commence très tôt, fumer très tôt, boire très tôt, s'adonner à des comportements qui procurent de très fortes intensités de sensations fortes précocement aussi, c'est des facteurs de risque qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, la partie parler de prévention, je pense, et d'addictologie, on ne peut pas faire l'impasse de parler de cette période d'adolescence. La période d'adolescence est l'une des périodes où on est le plus vulnérable. C'est un processus biologique et hormonal qui déclenche des modifications corporelles, poussée de croissance, évolution des caractères sexuels primaires, évolution des caractères sexuels secondaires, la voix qui se transforme, il y a les formes aussi, il y a la pilosité, le système musculaire aussi de par le côté hyperandrogynie, des évolutions psychologiques qui contribuent à la constitution de l'identité même. Au niveau cognitif, elle se caractérise par un développement de la pensée abstraite, de savoir et de raisonnement logique. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'un adolescent, il est souvent caractérisé par une sorte d'une ambivalence. C'est cette recherche d'une autonomie. Ils se sont de plus en plus forts, plus grands, plus capables de faire des choses parce qu'il a grandi. Mais à côté, c'est vrai qu'il est extrêmement dépendant. Donc, c'est cette relation autonomie-dépendance, dépendant à ses parents, dépendant à la société. Et c'est une équation qu'il faut comprendre pour pouvoir comprendre le comportement d'un adolescent, pour pouvoir anticiper et pour pouvoir rester en relation et qu'ils ne puissent pas croire que les parents, c'est des personnes has-been, elles sont complètement dépassées et que la vie va le chercher de par d'autres identifications
et notamment actuellement par rapport à ce qui se passe, parce que les autres identifications, généralement, c'est l'école, le lycée, c'est l'extérieur. On peut les avoir avec les groupes de pairs, mais c'est aussi Internet actuellement, avec les réseaux sociaux, avec tous les effets positifs que ça comporte, certes, mais les effets négatifs aussi, et ce côté un peu virtuel, parfois très loin d'une réalité aussi. Donc, un adolescent, c'est la recherche de nouveautés, c'est l'intensification émotionnelle, c'est là où il présente une hyper-émotivité, c'est-à-dire dans les deux sens, soit qui est exprimée d'une façon excentrique, soit d'une façon complètement renfermée sur eux-mêmes. Et c'est une période aussi où il y a un engagement social, amical, amoureux. C'est la découverte un peu du monde, de l'extérieur aussi, et qui peuvent chambouler cette période-là très très sensible dont il faut tenir compte. L'adolescent actuellement, si on parle d'alcool, des risques d'alcool et adolescents, c'est vraiment ces comportements de binge drinking que je vous disais, un début de consommation dès l'âge de 11-12 ans, par exemple, multiplie par 10 le risque de développer une dépendance à l'alcool par rapport à une initiation vers l'âge de 16-18 ans. Et là, c'est des facteurs qui sont connus actuellement. Et le binge drinking à l'adolescence multiplie par 3 le risque de devenir alcoolodépendant aussi. Ce sont des données d'INSERM, mais avec aussi des comorbidités psychiatriques qu'on pourrait avoir aussi. Par exemple, des tentatives de suicide, par exemple, être agressé, des conséquences traumatiques par rapport à des accidents de la route, et ainsi de suite. D'où ce côté, justement, une vraie information qui est à donner aux jeunes, aux parents, à la société d'une façon générale, pour modérer les consommations. Il vaut mieux boire lentement d'abord, boire moins pour essayer d'avoir un plaisir, rien que dans le côté convivial et pas dans la quantité et pas dans la recherche de ces effets en fait rapides. En effet, l'alcool entraîne un remodelage des connexions entre les neurones. Je vous disais que le phénomène menace dans le cerveau continue de se développer jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc effectivement, quand on s'adonne à des comportements de binge drinking, là on peut avoir des altérations des fibres nerveuses dans le tronc cérébral et une modification au niveau neuronal de tout le système de récompense et qui va accélérer non seulement la période de dépendance, et même aussi accélérer peut-être une dépendance à d'autres substances, à d'autres comportements, et avoir un pronostic sur le plan psychiatrique aussi. Les conséquences sociales, il ne faut pas les oublier. Il faut justement le rappeler, l'alcool demeure la première cause de mortalité dans cette tranche d'âge des très jeunes, 18-24 ans, où quand on a 1 gramme d'œuf, qui est très facilement atteignable en une soirée, il multiplie par 35 le risque d'avoir un accident de circulation. Alors souvent, là j'attire juste une attention particulière que j'essaye de donner vraiment aux jeunes et même aux moins jeunes. Comme vous le savez actuellement, il y a des boissons énergisantes. C'est vrai qu'on essaye un peu de consommer, soit avec des boissons énergisantes quand on est très jeune et qu'on n'est pas très riche. Donc, au fait, une boisson énergisante, il y a énormément de sucre et c'est le sucre qui va maintenir une vigilance. Donc, la personne va croire qu'elle tient le coup, même si elle a beaucoup bu, mais généralement, quand ils reprennent le volant, 5 minutes après, il y a un effet de fatigue extraordinaire et c'est là que peuvent se produire tous les accidents et on en a eu des accidents. Donc, attention à ces risques justement donc là d'accident après des mélanges d'alcool, boissons énergisantes. Il faut quand même dire aussi, il y a un effet limité de ces boissons énergisantes. Par contre, pour les plus riches, peut-être un peu plus âgés, au lieu de recourir à des boissons énergisantes, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la cocaïne qui est très liée dans le milieu festif ou dans les soirées actuellement. C'est un produit qui s'est complètement en fait banalisé. Et là aussi, c'est vrai que ça donne cette impression d'une hypervigilance. Et là, généralement, les gens consomment de la cocaïne pour boire plus ou pour boire jusqu'au petit matin pour tenir le plus possible et profiter d'une soirée. Et là aussi, quand ils reprennent le volant, c'est très risqué parce que quelques temps après, lors de en fait, minutes aussi, ils peuvent tomber de sommeil et provoquer un accident. D'un point de vue tabac, s'il y a des éléments, on ne va pas revenir complètement en arrière, mais il faut juste rappeler, par exemple, les conséquences au fait sociales. Par exemple, c'est presque un marqueur d'inégalité sociale en France qui semble émerger à l'adolescence, qui est lié à la situation sociale parentale, la constitution du au fait, foyer, la filière scolaire suivie par les jeunes,
plus de fumeurs dans les filières techniques, par exemple, ou professionnelles, que dans les filières générales. Donc là aussi, presque un peu quand on va rentrer dans la vie active précocement, c'est là où on s'aperçoit aussi qu'on va fumer le plus. La perception de tabac et comportement parental, moins de représentation négative, moins de peur aussi, et qui incite justement à fumer. L'âge d'initiation au tabac, et le tabagisme régulier reste important, prédispose à un risque élevé de dépendance à la nicotine, à l'âge adulte aussi. Et là, ça ne sera plus qu'une pratique justement de loisir, une pratique un peu de plaisir. Le tabac roulé aussi, qui est moins cher et particulièrement prisé chez les jeunes, et sa toxicité encore minimisée par ces derniers. Et en France, l'usage quotidien du tabac est 2 fois plus élevé chez les apprentis que parmi les lycéens, par exemple, comme on le voit ici. Et c'est vrai que le tabac roulé, il a une forme de toxicité parce qu'on ne peut pas le quantifier. Et c'est vrai que nous-mêmes, dans le service d'addictologie, on essaie de réduire cette consommation de tabac. Mais des gens qui viennent effectivement avec un niveau de vie moins élevé, parce que ça coûte moins cher avec du tabac à rouler, c'est très difficile de gérer, en tous les cas de le quantifier et de laisser que 3 à 4 cigarettes par jour uniquement. Le coût social et environnemental du tabagisme, c'est des éléments qui peuvent sensibiliser les jeunes. Par exemple, actuellement, c'est vrai qu'on mène certaines campagnes un peu de prévention au niveau de l'environnement, dégradation de l'environnement, emploi d'engrais, de pesticides, pollution des sols et des eaux. Là, il y a une sensibilité par rapport aux très jeunes. Le travail des enfants dans les pays en voie de développement aussi, il y a une sensibilité. Et puis la concurrence de la culture du tabac avec les denrées alimentaires, sous-alimentation de certaines populations. Par exemple, au Malawi, plus de 3% de la population est sous-alimentée aussi. Et c'est des choses qui restent extrêmement importantes. Au fait, cannabis, par exemple, les conséquences sanitaires, ça contient beaucoup plus de goudron, de substances cancérigènes que la fumée au fait tabac, qui peut être impliquée dans la genèse des cancers, des maladies des branches, l'emphysème, maladies vasculaires. Par contre, je voulais vous sensibiliser juste sur un fait qui est extrêmement important. D'abord, l'inhalation de cette substance, et notamment le produit psychoactif le plus important qui est la THC, c'est que l'inhalation passe dans le sang avec un taux maximal en 10 minutes uniquement, très lipophile, se distribue dans tous les tissus riches en graisse, notamment dans le cerveau. Il n'y a pas uniquement une région cérébrale qui est concernée, mais c'est tout le cerveau. Et le cannabis en circulation évolue et les drogues de synthèse se développent très très vite et surtout actuellement. Et c'est vrai quand on cherche un peu du bon cannabis ou un cannabis qui peut faire de l'effet, il n'y a pas de secret. C'est un cannabis qui est très riche en fait THC. Et c'est vrai qu'actuellement on parle du butane hachoual, c'est vraiment du cannabis où le THC est pratiquement à 50%, alors qu'au début, il y a 20 ans en arrière, il y avait à peine 11%, 8 à 11% uniquement. C'est dire aussi que les choses évoluent. Et notamment, actuellement, ce qui se développe aussi, c'est des drogues qui coûtent moins cher. C'est des produits de synthèse. Il y a le cannabis de synthèse, et là, qui donne des syndromes hallucinatoires, des phénomènes justement de paranoïa qu'on retrouve comme ça aux urgences et qu'on est en train de découvrir progressivement par rapport aux effets atypiques produits par ces produits de synthèse qui sont beaucoup plus toxiques et beaucoup plus dangereux, mais dans la société de consommation qui coûte moins cher, donc souvent les plus prisés aussi. L'ivresse cannabique, c'est quelque chose qu'on essaie toujours d'expliquer aux jeunes et aux moins jeunes. C'est vrai que, par exemple, la crise blanche, exacerbation des effets, sentiment de malaise avec, au fait, pâleur. On peut parler aussi de bad trip ou attaque justement de panique. Effectivement, c'est un effet paradoxal. Le cannabis est censé calmer, est censé apaiser, comme le décrivent beaucoup de personnes. Par contre, c'est vrai qu'il peut donner de véritables attaques de panique avec des bad trips, sentiment de ne plus maîtriser les effets du fait produit. Et ça peut donner des phénomènes d'anxiété qui peuvent perdurer par la suite. On peut noter aussi des syndromes de dépersonnalisation. On ne sait plus qui on est, un sentiment d'étrangeté, avec une humeur dépressive aussi, avec une descente assez difficile, peut être très caractéristique du cannabis, même si on a tendance à le minimiser par rapport à un discours un peu de drogue douce, alors que les effets, malheureusement, ce n'est pas doux, parce que ça peut aller jusqu'à une psychose cannabique aiguë avec une véritable bouffée délirante.
liées à de fortes doses justement de cannabis qui restent toujours d'actualité. Et enfin, il y a le syndrome amotivationnel. Ce sont ces personnes-là, notamment des jeunes, soit pour aller à l'école, au lycée ou aller au travail, ils présentent une perte d'intérêt, une perte de plaisir, une intolérance à la frustration, avec ralentissement psychique. C'est des gens qui remettent toujours à demain. J'ai la flemme, c'est pas le moment. Et c'est vrai qu'il y a cette amotivation qui est très très caractéristique notamment. Et là aussi, c'est un effet qui est à rappeler aux plus jeunes et même les moins jeunes aussi. Le cannabis, il a un effet sur la conduite et c'est vrai que ces effets sont démultipliés. Vous voyez que le risque est multiplié par 29 si l'alcool est consommé en même temps. Et malheureusement, généralement, c'est le cas. C'est souvent des accidents sous l'emprise de l'alcool et au fait du cannabis, malheureusement. Je ne vais pas revenir sur cette équivalence de verre standard qui est un message. Maintenant, c'est vrai que maintenant, on s'accorde à dire que le French paradoxe qui a existé pendant longtemps, de l'effet antioxydant justement du vin rouge, là malheureusement qu'on ne retrouve pas dans les études, c'est qu'on parle de toxicité au moindre verre d'alcool. Après, mais quand on boit moins, par exemple, les règles standards, c'est moins de 2 verres par jour maximum pour un homme et 1 verre pour une femme, jamais tous les jours, jamais quand ça va mal. Et par semaine, c'est environ 10 verres par semaine pour un homme et 6 verres pour une femme. Donc, c'est dire maintenant toutes ces caractéristiques que l'OMS a établies, c'est des seuils et pas des critères de dépendance avérés, c'est des seuils à ne pas dépasser. Par contre, les recommandations de santé publique depuis 2017, un message plus ciblé vers les adultes, pour réduire les risques, il est recommandé de limiter sa consommation à 2 verres par jour, ne pas consommer d'alcool tous les jours, comme je le disais. Et là, les risques liés à l'alcool pour la santé au courant d'une vie augmentent avec cette quantité consommée, d'où les règles qu'on est en train de mettre en place actuellement comme discours le plus officiel qui émane de Santé publique France. Un message à diffuser par contre auprès des jeunes, c'est réduire la quantité d'alcool, boire lentement, en mangeant, en alternant avec de l'eau, éviter les lieux et les activités à risque, s'assurer que vous avez des personnes que vous connaissez près de vous et que vous pouvez rentrer chez vous en toute sécurité. Et là, on est déjà dans la réduction des risques. C'est-à-dire, on n'est pas là pour susciter de ne pas boire du tout, mais pourquoi pas, c'est un plaisir comme un autre, mais il faut réguler ce côté plaisir pour qu'il y ait un côté raisonnable. Mais les plus jeunes, généralement, il n'y a pas ce côté raisonnable comme les adultes parce que le cerveau n'est pas encore maturé complètement. C'est pour ça qu'ils ont un cerveau beaucoup plus impulsif qu'un cerveau qui est en fait raisonnable. Donc, réduction de risque qu'on utilise actuellement. Donc, en fait, on a remarqué qu'en addictologie, on avait très peu qui viennent consulter par rapport à la psychiatrie, par exemple. La psychiatrie a beaucoup plus de patients avec des dépressions, même des diagnostics de schizophrénie, qui consultent spontanément, en tous les cas beaucoup plus que les patients présentant un problème d'alcool ou des problèmes d'addiction. Et pourquoi? Parce que l'un des effets les plus importants quand on a commencé à parler de la réduction des risques et de dire, vous pouvez demander conseil, vous pouvez consulter, rien qu'en réduisant vos consommations, par exemple un peu de moitié, vous pouvez gagner en pronostic, notamment pour ne pas développer une cirrhose, un cancer et ainsi de suite. Et là, effectivement, on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui venaient pour nous dire, OK, j'ai pas envie d'arrêter complètement, mais j'ai envie de diminuer. C'est déjà un pas en soi-même vers un processus de changement qu'il faut encourager bien évidemment et c'est une très, très bonne chose. Donc là, c'est vraiment, valable par rapport pas que pour l'alcool bien évidemment, parce que ça a été fait d'abord pour les drogues, actuellement pour l'alcool et même pour les autres addictions aussi. Alors, avant de finir, je vais parler un peu de quelques études qui ont été faites dans un contexte Covid, parce que comme je vous le disais au début, le Covid a fait augmenter le stress. Et à chaque fois que le stress, les peurs, il y avait un tas de questions, il y avait aussi l'effet du confinement en soi. Et c'est vrai qu'on a réfléchi aussi aux faits soignants. Là, c'est l'une des premières études qui a été faite la première semaine, enfin pendant les premiers temps du confinement en tous les cas, sur le personnel soignant, réalisé au CHU et sur le personnel de Sainte-Marie aussi. Là, on voit 702 réponses
généralement en 2 semaines, ce qui est quand même pas mal, ont répondu au sondage. La plupart des travailleurs ont signalé une augmentation de stress, l'irritabilité, tristesse, une diminution de motivation et une moins bonne qualité de sommeil après le début du confinement. Et les travailleurs hospitaliers qui étaient plus susceptibles du fumer pendant le confinement. Et là, c'est vrai que là, généralement, ils ont tous noté qu'ils ont augmenté, les gens qui fumaient, ils ont augmenté les quantités en matière justement de tabac. Et ça a été lié quand on a fait justement donc là les liens à une tristesse accrue, une perte de motivation, à une consommation d'alcool aussi concomitante et des revenus plus faibles, le fait un peu de ne pas être considéré. Et puis, vivant seul est un facteur de risque aussi. Les gens qui vivaient seuls ont plus augmenté. Et puis, les gens aussi qui font beaucoup moins d'activité physique, fumaient plus. Tous ces facteurs étaient revenus très, très significatifs, qui donnent déjà une idée, justement, donc là, par rapport à la motivation, à l'implication, le fait de tenir le coup par rapport à des conditions de stress extrêmement importantes. Là, c'est toujours les mêmes études qu'on a réalisées toujours par rapport au personnel soignant aussi. Et là, on a examiné la relation entre la mindfulness, c'est-à-dire les thérapies de pleine conscience, et le craving justement au tabac. Et là, on a vu que la dépendance à la nicotine, la pleine conscience était négativement associée au besoin général, c'est-à-dire au côté craving, ou bien la mindfulness diminuait le craving pour le tabac. Ça marchait notamment par rapport au contexte émotif, à la compulsivité, à la détermination aussi d'arrêter ou d'essayer de contrôler, ce qui montre que le fait un peu de soutenir ou de mettre en place des interventions basées sur la pleine conscience dans le contexte d'une tentative d'arrêt du tabac était une des pistes à suivre, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans un milieu, d'une façon générale, des soins qui sont prodigués. Encore un autre article paru aussi récemment, là, la pleine conscience comme un facteur de protection au niveau du risque d'une augmentation de consommation d'alcool et de tabac. Là aussi, c'est une étude qu'on a fait sur 385 soignants. La pleine conscience a été associée à une probabilité plus faible d'augmenter la consommation de tabac et alcool. L'effet de pleine conscience sur l'usage de tabac était partiellement médié par la détérioration d'affect. Donc là aussi, c'est pour ça que le contexte émotionnel est intimement lié au côté craving pour augmenter la consommation ou bien pour lutter. C'est vrai que le fait un peu de presque de sortir des obsessions qui peuvent être liées au tabac et de transférer ces obsessions vers un ailleurs ou d'essayer de ne rien penser, un peu comme on le fait dans la pleine conscience, ça peut marcher pas que pour le tabac. Généralement, ça a prouvé son efficacité par rapport à plein de dépendances et même par rapport à la dépression, de l'anxiété. Là, c'est juste aussi une étude générale sur la population générale de montrer la différence selon le sexe par rapport à la gestion du Covid, avec éventuellement le recours à des conduites addictives. Ça a été réalisé sur 1000 personnes pendant la première semaine du confinement. Là, c'est les dépendances potentiellement aux activités non créatives comme la consommation alimentaire, l'utilisation du smartphone et le jeu vidéo. Et ce qui est constaté que les femmes étaient environ 1,6 fois plus susceptibles que les hommes de perdre le contrôle de leur alimentation habituelle et 2,3 fois plus susceptibles que les hommes d'augmenter l'utilisation de smartphones, alors qu'aucun effet n'a été détecté pour l'augmentation de jeux vidéo. Ça se devine, c'est vrai que les femmes, donc, elles étaient beaucoup plus vulnérables au côté alimentaire et au côté de l'utilisation de smartphones. Et c'est quelque chose qui est très, très intéressant parce qu'au fait, c'est vrai qu'il faut repérer aussi certaines situations comme l'ennui, le sentiment de vide ou le stress. Parfois, c'est des situations qui peuvent aussi nous amener à consommer parce qu'on s'ennuie, parce qu'on a le sentiment de vide, ou bien on est stressé, et à consommer même le côté alimentaire ou je vais dire, ou Internet, ou regarder plein de séries, de faire de binge-watching aussi, c'est tout à fait possible et d'une façon compulsive, rien que pour compenser, au mieux gérer son stress. Donc c'est pour ça que finalement l'addiction, c'est comme une régulation adaptative. L'addiction peut être que symptomatique, peut être une maladie chronique, peut être une possibilité d'avoir une addiction plus une dépression.
Donc, c'est vrai qu'être anxieux peut amener à une addiction, mais une addiction en soi-même, à part entière, peut amener à développer de l'anxiété, de la dépression aussi. Donc, vous voyez que c'est une relation bidirectionnelle. Et enfin, pour rappeler aussi, attention, c'est vrai qu'il ne faut pas minimiser, par exemple, les conduites alimentaires. Vous voyez bien que la dépendance, par exemple, à l'alcool, à la CIM-10, il y a 6 critères de définition. Et pour la boulimie nerveuse, on a 4 sur 6 qui réunissent tous les facteurs de dépendance ou d'addictologie. Et là, c'est une étude qui a été réalisée pour voir l'addiction alimentaire dans un milieu normal, dans une université à Yale aux États-Unis, un questionnaire qui a été validé, et on a retrouvé une prévalence de 20% en population générale, ce qui est quand même extrêmement important, et c'est des chiffres qui peuvent être dupliqués, bien évidemment, en population générale, et ces chiffres ont tendance à augmenter actuellement par rapport à l'après-Covid, par rapport au contexte de risque de guerre, par rapport à un contexte un peu de crise sociale, de crise économique aussi. L'addiction alimentaire, elle existe et on en parle depuis maintenant longtemps, depuis 2012. Et là, c'est un travail aussi qu'on a fait très tôt pendant la première semaine de confinement aussi. Et là, c'est pour montrer aussi comment les gens ont géré de par le Covid. Et le fait un peu, au fait, les réactions les plus importantes pour gérer contre le stress provoqué par la première semaine du confinement, là, on voit que le craving alimentaire a augmenté jusqu'à presque 30%. Se suit directement le craving au tabac jusqu'à presque 20%, qui sont les deux comportements addictifs qui peuvent être liés et d'une façon très, très intime. Et là, la corrélation positive a été retrouvée avec une activité physique plus faible, bien évidemment, une corrélation positive avec la perte de contrôle de l'alimentation. Donc, c'est vrai que là, on a vu aussi que les gens, pour gérer le stress, ils l'ont géré essentiellement avec Internet, réseaux sociaux, séries télé et l'alimentation. Pour gérer l'ennui, essentiellement les réseaux sociaux et l'alimentation. Pour gérer le vide aussi, on retrouve à peu près les mêmes choses. Et c'est de cette façon, justement, donc là, pour dire, attention, c'est vrai que maintenant, ces comportements ou ces conduites addictives, elles peuvent être transversales, elles peuvent concerner beaucoup plus de monde que ce qu'on croit. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tous ces aspects-là pour continuer de voir et d'essayer, justement, donc là, de traiter le plus possible. Quelques principes, justement, de traitement. On travaille beaucoup sur l'entretien motivationnel au changement. Il faut évaluer, repérer les comorbidités psychiatriques, traiter conjointement la dépendance au tabac et d'une façon systématique, quelle que soit l'addiction. C'est vrai qu'on essaye un peu d'intégrer une approche intégrative. On traite non seulement l'addiction, mais les troubles qui peuvent être associés en même temps, et ça, c'est vraiment important. Et enfin, pour des gens qui veulent s'intéresser à ce côté addicto, on a un DU à l'Université de Nice, et c'est la prévention et prise en charge des addictions. Donc, si ça intéresse un certain nombre d'entre vous, les inscriptions, c'est jusqu'à fin octobre. Et toujours pour dire que ce phénomène est vraiment sociétal, que répondre à une telle offre jusqu'à 200 francs offerts, c'est sonner une sorte d'incitation au jeu. Et c'est vrai que maintenant, le pari, les jeux en ligne, ils sont en train de se multiplier aussi et représentent peut-être maintenant le comportement, la conduite addictive extrêmement importante. Voilà, merci. Je pense que j'ai fait un peu le point et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup de cette présentation très complète. On a fait effectivement un peu le tour des addictions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai vu une question sur est-ce qu'on peut considérer que l'activité physique, qui est finalement quelque chose de bénéfique, peut devenir une addiction? Finalement, quelle est la frontière entre les activités addictives qui peuvent être positives et celles qui présentent un danger? L'activité physique, d'une façon générale, ne peut être que positive, mais c'est un équilibre qui peut être apporté dans l'organisation d'une journée
à travers des apports caloriques et le fait un peu que des apports puissent être brûlés d'un point de vue au fait métabolique. Donc, elle est recommandée par toutes les sociétés savantes, quelle que soit la spécialité. En psychiatrie, on le recommande énormément pour qu'il n'y ait pas de prise de poids. Maintenant, si on a recours à une activité physique d'une façon exclusive, très importante, qui augmente de jour en jour, de semaine en semaine, et que ça devienne une obsession, là, ça devient une addiction à l'activité physique ou au sport, là, ça devient problématique. Juste pour répondre, une fois, on m'a posé la question, le sport est une bonne addiction. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise addiction. Dès qu'on parle d'addiction, c'est généralement ça nuit à la santé, non seulement au cerveau, mais au corps aussi. D'accord. D'accord. Donc, en fait, la frontière se situe dès qu'il y a des effets négatifs. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire les gens, effectivement, qui ont fait de l'activité physique pendant le confinement, à condition que ça soit raisonnable et puis en équilibre avec les autres activités, ils ont mieux géré le stress que des gens qui se sont retrouvés confinés à ne faire aucune activité physique et à manger plus ou à regarder des séries, à fumer et à consommer de l'alcool. Oui, bien sûr, oui, oui. Oui, les effets bénéfiques de l'activité physique, c'est sûr, sont aussi à prendre en compte. Et une autre question, j'ai vu que vous avez travaillé donc au CHU sur la mindfulness, puisque effectivement on a un DU de méditation pleine conscience et que c'est une pratique qui s'est généralisée depuis quelques années. Et est-ce que vous avez également testé l'hypnose dans le traitement des addictions, Alors, notamment les addictions alimentaires, bon, et bien sûr le tabac? oui. Alors, nous, on n'a pas testé sur le CHU de Nice parce que je n'ai pas quelqu'un qui travaille un peu dans ce domaine-là avec nous, mais je ne désespère pas d'avoir de travailler avec l'Observatoire des médecines non conventionnelles, avec la faculté, de voir si quelqu'un est intéressé à travailler l'hypnose en addictologie, c'est vraiment au fait le bienvenu. Par contre, il y a des études qui sont parues, ce sont de petites études, certes, à petit effectif, qui ont montré l'intérêt. Et sur le plan pratique, les gens qui me disent est-ce que je peux aller faire de l'hypnose pour arrêter de fumer, je leur dis oui, mais à condition de trouver le bon en fait, thérapeute pour ne pas vendre du rêve. Parce que quand c'est fait, bien fait par des professionnels et que ça peut être une thérapie complémentaire et pas le côté exclusif, là, généralement, ça marche. Mais il faut vraiment le mode d'emploi qui va avec. Oui, c'est sûr, comme pour toutes ces thérapies, il faut effectivement des bons professionnels. C'est pour ça que je voulais savoir si le CHU avait des professionnels repérés. On attend, ça, c'est le début. Moi, j'attends. C'est-à-dire, tout le monde est le bienvenu en addictologie. Qui veulent travailler un peu dans ce domaine-là, c'est vraiment, je dirais, une usine de fait, créativité. C'est là où on a quand même pas mal de choses parce que plus de patients qui viennent, cette problématique devient centrale et comme je le disais, transversale, où pratiquement toutes les spécialités, je suis en lien avec beaucoup de collègues au CHU, je pense que tout le monde gère une partie des addictions au niveau de leur phylactique. On nous rappelle, oui, qu'il y a un DU d'hypnose à la fac de médecine, donc c'est aussi voilà, une possibilité de rencontrer des personnes qui ont une formation sérieuse. Et je vois que Nadège lève la main. Vous souhaitez poser une question? Oui. Bonjour. Allez-y, Quelqu'un madame. d'autre qui... Excusez-moi. Allez-y, madame. Excusez-moi. En fait, j'ai bien entendu là les addictions, drogue, alcool, etc. Moi, je voulais parler en fait des addictions sexuelles, c'est-à-dire en fait ces consultations, on va dire quasi illimitées de sites pornographiques que l'on peut retrouver en fait chez certains comportements adultes et adolescents. Et en fait, j'ai pu constater une fréquentation en fait de certains. Ça s'est interrompu. Vous avez peut-être éteint votre micro, on n'entend plus.
Oui, excusez-moi, j'avais éteint. Donc, en fait, je voulais parler en fait des addictions plutôt, on va dire, sexuelles, c'est-à-dire des Oui, on consultations avait entendu le début, oui. de sites pornographiques, mais d'une façon, on va dire, très intensive. Et que ce soit adulte ou adolescent. Et dans mon environnement, j'ai pu constater effectivement, notamment pendant cette période Covid, des addictions qui s'étaient vraiment développées par rapport à ces sites. Ce sont des pathologies. Est-ce que ça peut être reconnu comme des pathologies et pris en charge ou pas? Oui. Alors, c'est vrai que ça ne rentre pas dans des en fait, classifications, parce que si vous me demandez est-ce que ça fait partie des classifications SIM 11, DSM, non. Par contre, il y a des équivalents, parce que le comportement est addictogène en soi-même, il est répété, il y a une perte un peu de contrôle. On retrouve toutes les en fait, caractéristiques. Et on a même des preuves au niveau de l'imagerie fonctionnelle, comme quoi il y a une déplétion dans la saturation de dopamine au niveau en fait, cérébral, comme on l'a dans l'alcool, comme on a dans les vraies addictions à la cocaïne et tout le reste. Par contre, on manque encore de preuves, d'un niveau de preuve pour les mettre un peu dans les classifications, mais je pense que ça va venir, parce qu'il y a des différentiels entre, par exemple, l'Occident, les pays asiatiques. On ne retrouve pas les mêmes prévalences, les mêmes incidences, et c'est pour ça qu'on est toujours un peu en attente. Alors, néanmoins, c'est vrai que c'est un comportement maintenant qui nous intéresse, parce qu'il y a une sorte, on parle plus d'hypersexualité, au plus de quelque chose qui est lié à un comportement, une conduite addictive sexuelle. Et c'est vrai que ce qu'on a remarqué, c'est que maintenant, les sites pornographiques, on commence à les regarder de plus en plus jeunes. Et dans les études de Santé publique France, c'est à partir de 11 ans, 11-12 ans, on a déjà vu des scènes pornographiques sur Internet. Et là aussi, la grosse critique, c'est l'accessibilité à Internet sur de telles scènes, avec une sorte d'absence ou le côté un peu, c'est-à-dire l'autorisation parentale. Et encore une fois, la précocité, le fait de voir des scènes de sexe sans affect. Et c'est vrai que généralement, ça peut nous amener justement donc là, constitue une sorte d'hypersexualité mécanique et sans affect qui peut être développée à l'âge adulte. Et c'est pour ça qu'actuellement aussi, il y a une sonnette d'alarme par rapport presque à la santé sexuelle des jeunes et même des moins jeunes, des adultes jeunes en tous les cas, dont la référence exclusive, ce n'est plus cette éducation sexuelle dans les collèges qu'on enseignait, qui était une référence qu'on a établie depuis quelques années, mais c'est plutôt les films pornographiques ou les scènes pornographiques ou les nouveaux comportements sexuels qui sont mis en avant et d'une façon très très précoce. Et c'est ce qui pose problème. C'est vrai que maintenant, on aime de plus en plus tard, mais on a accès au sexe de plus en plus tôt. Et alors que normalement, la vie affective doit être constituée presque avant le contexte un peu de pratique sexuelle. Il faut qu'il y ait de l'affect, et sans affect, ça reste un peu une mécanique et qui peut devenir très très addictogène, effectivement. Merci beaucoup. Nous avons aussi une question de Pierre-Yves Paquet, et s'il veut prendre la parole. Et ensuite, on pourrait parler des addictions. Enfin, ça a été cité dans le chat, addiction à des traitements qui sont traités par de nombreux films américains, mais moins connus en France, les traitements à base de morphine. Mais bon, d'abord, Pierre-Yves Paquet. On n'entend pas. Oui. Excusez-moi, mon micro a été coupé. Merci à vous, Monsieur Paquet, donc le directeur des écoles paramédicales. Merci à vous, monsieur, pour votre conférence. J'avais une question concernant le travail. Alors, je ne sais pas si on peut purement parler d'addiction au travail, mais à ma connaissance, il existe un concept qui est le workaholisme, en anglais. Et globalement, la définition, c'est à peu près la suivante. Il s'agit d'un trouble compulsif qui consiste pour l'individu à consacrer toujours plus de temps et d'énergie à son travail. Donc, parallèlement à la charge de travail qui ne fait qu'augmenter pour beaucoup d'entre nous,
vous-même aussi probablement et sûrement. Personne n'échappe beaucoup à la règle, n'échappe pas beaucoup à la règle. Qu'en est-il? Comment vous positionnez ce concept par rapport à la question de l'addiction de manière générale? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, alors effectivement, c'est un concept qui existe bel et bien, qui est dans les classifications. C'est vrai que le terme workaholic a été développé beaucoup plus au Japon. Au Japon, c'est là où on a constaté un peu des employés qui restaient très tard et qui avaient beaucoup de mal à quitter leur emploi, à travailler plus de 12 heures par jour et presque au détriment de leur équilibre d'un point de vue veille-sommeil. Et là, on a commencé effectivement à voir les effets délétères d'une sorte d'un surinvestissement au travail. Mais qui dit surinvestissement au travail peut cacher peut-être certaines lacunes, peut-être des déséquilibres au niveau affectif, au niveau familial ou autre. Donc c'est pour ça que ça nous interpelle toujours, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup de mal à équilibrer une vie, c'est-à-dire à consacrer beaucoup pour la vie professionnelle, à l'équilibrer par rapport à une vie privée, familiale, loisir, ou bien même, je pourrais même parler de travail-loisir, il faut trouver cet équilibre pour tenir le coup, pour être performant. Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de sociétés, justement, donc là, qui essayent, un peu les grandes entreprises comme Google, Apple et tout, qui essayent un peu de trouver et de développer toutes ces techniques de qualité de vie au travail pour limiter, pour trouver des pauses, pour faire des siestes au niveau de travail, pour limiter ces comportements compulsifs, même au niveau de travail. C'est vrai que lorsqu'on est DRH, on peut même être intéressé par ce profil de patient, des gens qui bossent beaucoup, qui sont complètement investis. Mais la question qui se pose, c'est des êtres humains, combien de temps ils vont tenir par rapport à la productivité. C'est vrai que chez ces addicts au travail, on a constaté effectivement que l'investissement était très très bien, mais d'un point de vue productivité, c'était pas terrible, parce qu'après, il manquait de concentration, il manquait de sommeil, et souvent, c'est un facteur aussi de burn-out, qui reste très très important. Mais c'est quelque chose qu'il faut rappeler à ces employés. Je pense que toutes les DRH maintenant sont organisées pour mettre en place presque des prestations qualité de vie au travail qui permettent un peu d'équilibrer, qui permettent d'informer, de prévenir ce genre de comportement pour ne pas s'épuiser justement au travail. Merci à vous pour votre réponse extrêmement limpide. Merci. Donc, est-ce qu'on parle un petit peu donc, de ces traitements pour calmer la douleur qui deviennent addictifs, enfin qui provoquent des addictions et dont on a beaucoup parlé aux États-Unis, moins en France? C'est vrai. Alors, comme je vous le disais au départ, ce n'est pas une présentation exhaustive. Et c'est vrai que c'est une partie peut-être l'une des plus importantes. Si on me posait la question par rapport aussi aux drogues, maintenant, ou bien aux dernières conduites addictives les plus importantes, et même peut-être la plus létale actuellement, c'est les opioïdes. C'est la crise des opioïdes, notamment aux États-Unis, où il y a énormément d'overdoses par rapport à des médicaments qu'on peut se procurer dans les grandes surfaces en plus. C'est des choses qui arrivent en France de par le mésusage de ces antidouleurs. L'un des produits qui présente le plus de mésusage, ça reste le tramadol. Ça peut concerner aussi le paracétamol codéiné, qu'on peut se procurer plus ou moins assez facilement. On peut se faire 3-4 ordonnances, et c'est vrai qu'on n'est pas au point maintenant d'un point de vue des logiciels pour détecter qu'une ordonnance a été donnée pour un mois, parce que c'est pas, par exemple, le paracétamol codéiné, c'est pas sur une ordonnance sécurisée. Et le côté un peu mésusage, le détournement un peu de ces produits en dehors d'un côté pour traiter la douleur chronique peut amener, actuellement on gère avec même des hospitalisations par rapport à des addictions au Skilan, au tramadol, qui deviennent de plus en plus importantes. Ça, c'est le côté mésusage. Par contre, il peut y avoir une vraie addiction aussi chez quelqu'un qui est traité normalement par des antidouleurs adaptés, donc des opioïdes de niveau 3. Il peut développer une addiction tellement il y a un effet d'accoutumance, c'est-à-dire il a tellement mal
que les doses conventionnelles ne suffisent pas, qu'on est obligé. Là, généralement, on les prend en charge. On travaille avec nos collègues des médecins de la douleur pour rechercher les facteurs de risque, de vulnérabilité qui amènent à l'addiction pour sortir de ces addictions-là. On essaye de trouver des justes milieux avec des entretiens motivationnels. Ça reste difficile parce que les gens se disent si je fais un sevrage ou si je diminue les doses, j'aurai mal. Donc on ne peut pas faire un sevrage en opioïdes dans le traitement pour la douleur essentiellement. On ne va pas le faire souffrir, bien évidemment. Mais on peut trouver des compromis en faisant d'autres prescriptions, d'autres substitutions qui sont tout à fait adaptées. Et actuellement, c'est vrai qu'on a ce qu'il faut. Une fois qu'on prend en charge quelqu'un, on efforce un peu de propositions. Ça prend du temps, certes. Les principales prises en charge, elles sont en ambulatoire. Mais c'est vrai que quand il faut hospitaliser, je rappellerai juste une chose, que maintenant dans les services d'addictologie, on peut hospitaliser toute addiction. Ce n'est pas uniquement l'alcool ou la toxicomanie, c'est-à-dire les gens peuvent se côtoyer, sachant qu'on travaille vraiment sur des éléments communs, au niveau cérébral, au niveau du circuit de la récompense. Et je peux vous dire aussi, depuis 5 ans que je gère le service, toutes les conduites addictives se côtoient et ça se passe bien. C'est une expérience supplémentaire pour les uns et les autres. Donc c'est vrai, merci beaucoup Farej. C'est vrai que c'est un sujet très très large et qu'on pourrait passer encore des heures. C'est pour ça qu'on te proposera, si tu veux bien, de nous présenter des sujets un petit peu plus spécifiques à d'autres moments de nos séminaires. C'est vrai, parce qu'en faisant cette préparation, ça reste quand même assez frustrant parce qu'on ne peut pas être exhaustif. C'est-à-dire, soit on procède par thème, j'aurais pu vous parler aujourd'hui que de l'adolescence, que de début, comme j'aurais pu vous parler un peu de développement, de la structure familiale et la société. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'éléments en termes de prévention, d'environnement, dans ce contexte un peu addictologique. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté à cette présentation. Donc, la présentation a été enregistrée et donc sera disponible sur YouTube. Et donc, le diaporama, donc, si Farej est d'accord aussi, sera disponible sur le site. Avec plaisir. Non, merci de l'invitation. Merci pour ce moment de partage. Et puis, je reste à disposition même en étant en CHU. Les mails, ils sont quand même assez ouverts et je suis à disposition pour continuer de répondre, même en dehors de cette réunion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Farej. Merci à tous. Et tu as réussi. On concerne la poursuite de notre cycle. Je te laisse la parole, Sylvia. Donc, notre cycle va se poursuivre fin novembre par le traitement, par l'aspect nutritionnel de la prévention. Merci Colette et merci Farej. Et merci beaucoup parce que, et en plus, l'addiction à Farej, c'est un vrai sujet parce que d'habitude, on a un étiolement de la participation quand on dépasse 1 heure. Et là, on a gardé presque 100% des participants. Donc, bravo Farej et merci encore. Merci à tous. N'hésitez pas à nous faire remonter vos aspirations ou vraiment sur ce cycle prévention, on va te réinviter et n'hésitez pas. Une addiction au webinaire. Merci Guillaume Chrétien. Ciao. Merci, au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.